Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je salue également tous les internautes qui nous suivent en ce moment. Au nom de la section économie de l'Institut national genevois, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette première conférence d'un cycle qui verra se succéder dans l'année à venir tous les membres du Conseil d'État. Je vous remercie, Madame Emery Torres-Santa, d'avoir accepté notre invitation. En effet, comme vous le savez, c'est une tradition à la section économie de l'ING de recevoir une fois par législature nos conseillers d'État afin qu'ils puissent nous faire part des politiques qu'ils entendent développer au cours de leur mandat. La formation, enjeu primordial de la compétitivité. Ce n'est pas le titre de notre conférence de ce soir, mais le dernier slogan d'une campagne de publicité menée par la Banque cantonale de Genève à travers une annonce parue dans la presse il y a 2 jours. L'éducation, l'accès à un métier et la formation continue dans un monde globalisé et qui évolue très rapidement sont les maîtres mots pour permettre à tout un chacun de trouver sa place dans le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain. Nous nous réjouissons de vous écouter sur le thème « Un jeune, un diplôme, un avenir » et d'apprendre comment le DIP entend relever ces défis. Madame Emery Torres-Santa, je vous cède la parole. Merci beaucoup, bonsoir. Je sais que parmi vous, il y en a certains qui sont déjà des spécialistes du département, donc vous n'allez peut-être pas apprendre grand-chose. C'est un énorme département, on a beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis. Je ne pouvais pas tout vous résumer, peut-être en, je ne sais pas, une demi-heure de présentation, donc volontiers après dans les questions, on peut aussi aborder d'autres thématiques. Mais j'ai souhaité centrer sur ce qui est quand même la mission première du département, c'est-à-dire l'école, la formation, avec un objectif qui est un objectif de certifier le maximum d'élèves à la sortie du système. Je dis toujours qu'on mesure l'efficacité d'un système de formation à sa sortie, c'est-à-dire en regardant ceux qui en sortent. Est-ce qu'ils sortent avec un titre qui leur permet soit de poursuivre des études, soit d'aller directement dans le monde professionnel, d'autant plus qu'on sait qu'un jeune non certifié a 4 fois plus de risques en Suisse de se retrouver au chômage qu'un jeune qui est diplômé. Quelques chiffres, et je ne vais pas vous donner trop de chiffres ce soir, mais quelques chiffres qui me paraissent importants. À Genève, le taux de certification, c'est-à-dire les jeunes qui ont un certificat au moins du secondaire 2, au moins une première certification, sont seulement de 80 à 85%, ce qui veut dire qu'on a entre 15 à 17% de jeunes qui sortent du système sans rien, ce qui est effectivement extrêmement problématique. Si on le traduit en chiffres, alors les chiffres absolus varient d'une année à l'autre, donc je vous donne un peu des bornes, si vous voulez, qui vous donnent une idée. On a environ 1000 à 1100 décrocheurs, ce qu'on appelle donc de jeunes qui quittent le système de formation en cours de route par an, dont à peu près 40% sont des jeunes de moins de 18 ans. Si je vous dis ça, c'est parce que je vais axer ma présentation surtout sur 2 aspects. Je développerai d'autres après, mais 2 aspects, c'est la formation obligatoire jusqu'à 18 ans et la question du numérique. Et puis on verra comment ces différents éléments se conjuguent aussi dans les différents degrés d'enseignement et quels sont les enjeux à ce propos. Alors, la formation obligatoire jusqu'à 18 ans, c'est une particularité genevoise. À ma connaissance, on est le seul canton suisse et probablement un des seuls pays, en tout cas parmi les pays qui nous entourent, à avoir rendu obligatoire une formation pour les jeunes jusqu'à 18 ans. C'est quelque chose qui est ancré dans la Constitution genevoise, donc Constitution votée en 2012, qui devait rentrer en vigueur en 2013 et pour laquelle, en principe, les mesures devaient être appliquées dans les 5 ans, ce qui explique pourquoi nous avons mis en place à la rentrée scolaire dernière, en septembre 2018, cette formation obligatoire. Qu'est-ce qu'elle veut dire? En gros, que nous dit la Constitution, c'est que les jeunes doivent être en formation préqualifiante ou qualifiante. Je reviendrai tout à l'heure sur la notion de préqualifiant, vous verrez, c'est assez important. Et puis, 2 objectifs, bien sûr, réussir une première formation, éviter ces jeunes qui quittent le système sans rien, et surtout ne pas laisser un jeune mineur sans solution. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dire à un jeune maintenant
vous n'avez pas réussi les examens de telle ou telle filière, il n'y a plus rien pour vous. Si ce jeune a moins de 18 ans, on doit lui proposer une solution. Alors, la rentrée 2018, ça a été la première étape. Je dis toujours qu'il faut avoir beaucoup d'humilité et qu'on ne va pas régler d'un coup de baguette magique la question de ces centaines de jeunes qui décrochent chaque année. Pour nous, c'était la première étape avec quelques objectifs plus concrets, quelques axes de travail plus précis. D'abord, améliorer le suivi individualisé pour essayer d'éviter la rupture. C'est-à-dire que le premier objectif qu'on avait cette année, ce n'est pas forcément d'aller récupérer ceux qui ont déjà décroché, qui sont dans la nature, je vous dirai après ce qu'on a préparé pour eux, mais c'est surtout d'essayer d'empêcher le décrochage. Donc déjà, au printemps dernier, on a travaillé dans les écoles du secondaire 2 sur l'accompagnement des élèves, et puis, avec l'idée pour certains qui n'avaient pas de sortie, n'avaient pas de possibilité, leur proposer de nouvelles offres de prise en charge. Je vais y revenir tout de suite. Ou bien, pour certains, le passage par Cap Formation, et j'y reviens aussi après. Alors, concrètement, et je ne vais pas peut-être trop aller dans les détails, mais pour que vous compreniez les enjeux, il faut regarder le système scolaire en comprenant qu'on a l'école obligatoire, qu'en principe, si vous suivez les flèches bleues, on a différentes filières au secondaire 2, collège, école de culture générale ou toute la formation professionnelle, et ensuite les formations supérieures. On s'aperçoit qu'on a un nombre d'élèves assez important qui, à la sortie du cycle d'orientation, n'arrivent pas à aller directement dans ce qu'on appelle les formations qualifiantes, c'est-à-dire directement dans la zone bleue du tableau. Ils n'ont pas le niveau suffisant, ils n'ont pas les notes, si vous voulez, suffisantes qui leur permettent d'aller dans l'une ou l'autre de ces filières. Donc, qu'est-ce qui se passe? Depuis un certain nombre d'années, on avait des formations préqualifiantes qui existaient, mais on s'est rendu compte qu'il fallait augmenter l'offre dans ce domaine pour permettre à ces jeunes d'avoir une sortie possible. Et si on regarde plus précisément ces formations, il y en a qui existent déjà, les classes préparatoires à l'école de culture générale, les classes préparatoires professionnelles à l'école de commerce ou dans les centres de formation professionnelle. Et puis la nouveauté cette année, à la rentrée, ça a été d'offrir de nouvelles offres de formation préqualifiantes pour ces jeunes, de façon à ce qu'ils puissent, à terme, le terme ça peut être après un an, même des fois après quelques mois, après un an, après 2 ans, voire plus, rentrer dans une formation qualifiante. Alors, sans rentrer dans tous les détails, parce que je pense que pour vous, ce n'est pas forcément essentiel, on développe des classes, on avait des classes préparatoires professionnelles, on fait même des pré-professionnels, donc on va même en amont dans les centres de formation professionnelle pour leur donner les outils qui leur permettront ensuite de rentrer dans les centres de formation professionnelle. Il y a des stages par rotation dans les écoles professionnelles, donc les élèves passent d'un métier à l'autre pendant toute l'année scolaire, si j'ose dire, pour voir à quoi ils s'intéressent, qu'est-ce qui peut leur permettre à terme de construire un projet. Et puis une fois qu'ils ont défini peut-être le secteur qui leur convient, eh bien on va après préparer l'entrée, si c'est nécessaire, en apprentissage, etc. Et puis pour ceux qui ne savent pas très bien ce qu'ils veulent faire, qui sont encore dans le système, et puis en cours d'année scolaire, donc maintenant pendant cette année 2018-2019, on a un suivi plus individualisé avec des modules de formation. Concrètement, vous les avez là, ces programmes de formation individualisés. Ce sont des élèves qui, aujourd'hui, ont commencé l'année scolaire dans un dispositif peut-être tout à fait ordinaire du DIP, qui se retrouvent ensuite en cours de décrochage, qui n'arrivent plus à suivre. Et on a des modules divers qui peuvent être proposés en fonction du profil, parce que c'est individualisé. Ça peut être pour ceux qui ne savent plus quoi faire, qui sont démotivés, c'est le module 1. Il s'agit vraiment de leur remettre le pied à l'étrier. Ça peut être pour certains ce qu'on a proposé à d'autres pour toute l'année, c'est des stages de rotation dans la formation professionnelle, ou bien pour d'autres qui ont déjà, au fond, un projet assez bien abouti, mais qui sont trop loin de ce qu'on attend d'un jeune, par exemple, pour entrer en apprentissage. Eh bien, c'est la préparation de cette entrée en apprentissage, le travail sur un appui scolaire ciblé sur ce qu'on va leur demander pour rentrer dans l'apprentissage, etc. Ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, c'est pour les jeunes qui avaient au fond aucune solution et qui n'avaient pas encore décroché ou qu'on connaissait. Et puis il y a des jeunes qui sont déjà en situation de décrochage. Et pour ces jeunes-là, le guichet unique d'entrée pour trouver une solution, c'est Cap Formation. Cap Formation, ça a été créé en 2013 sous l'égide du DIP avec l'Office pour la formation professionnelle et continue, qui dépend de mon département, mais aussi avec l'Office cantonal de l'emploi et l'Hospice général. Et c'est un dispositif qui accueille des jeunes de 15 à 25 ans
pour un retour en formation. Donc ça va au-delà, bien sûr, de la formation obligatoire jusqu'à 18 ans, mais c'est beaucoup plus large que ça. Soit dit en passant, on a des résultats intéressants, je vous les donne comme ça maintenant, mais c'est des chiffres qu'on commence à avoir. On avait chez les jeunes un taux de chômage avant Cap Formation, on avait un taux de chômage des jeunes de 18 à 25 ans de l'ordre de 2,4%, et on est descendu, semble-t-il, maintenant à 1,5%. Ce qui semble que c'est quand même un effet, parce que ça leur permet de reprendre plus vite et de ne pas perdre, si vous voulez, trop de temps en étant hors du système. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à peu près, c'est entre 70 et 75% selon les volets, plus de 70% des jeunes qui sont rentrés dans le Cap Formation vont reprendre une formation. Et on sait maintenant avec le recul que 80% de ces 70, si vous voulez, sont encore en formation une année après. Alors, on ne peut pas garantir qu'ils vont tous terminer, mais on se rend compte qu'à un moment donné, ça leur a permis de rentrer dans le circuit. Alors, dans le cadre de FO18, qu'est-ce qui se passe? Donc, dans le cadre de la formation obligatoire, eh bien, le rôle de Cap Formation est développé, notamment pour les mineurs. Ceux qui sont déjà hors du système doivent passer par Cap Formation pour essayer de raccrocher. Et puis, Cap Formation a aussi son propre programme de retour en formation, un peu du même style que celui que je vous ai présenté juste avant. Conclusion brièvement sur la formation obligatoire, quelques chiffres. Soit dit en passant, on communiquera le bilan provisoire, puisque ça va durer quelques années, tout début juin, avec des chiffres et avec surtout l'idée de ce qu'on fera aussi l'année prochaine. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'à la rentrée scolaire, on avait 407 jeunes qui étaient dans cette nouvelle offre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et comme on a eu ces modules de formation qui se mettaient en route en cours d'année scolaire, en février, enfin photographie à février 19, on avait 514 élèves qui bénéficiaient de cette nouvelle offre. Pour que vous ayez une idée, si je reviens tout à l'heure, voilà, à tout ce qui est formation préqualifiante, on a à peu près cette année 1700 jeunes qui sont dans des structures préqualifiantes. Et vous voyez que sur ces 1700, on en a en tout cas 500 dans les dispositifs, la nouvelle offre de la formation obligatoire jusqu'à 18 ans, et à peu près 280 qui ont passé par Cap Formation. Donc vous voyez qu'on a sur ces 1700, en gros 700 qui ont bénéficié de dispositifs qui sont liés vraiment à des problématiques de décrochage. Voilà. Maintenant, si on raisonne, il ne faut pas simplement se dire qu'est-ce qu'on fait à la fin du système. Parce que quand on observe les jeunes qui sont en situation de décrochage à l'adolescence, très souvent, ce sont des jeunes qui ont eu un parcours scolaire chaotique. Et donc, si on veut véritablement lutter contre le décrochage scolaire, il ne faut pas simplement le faire en aval, à la fin du système, il faut essayer de le faire en amont. Et agir en amont, ça va être agir sur le cycle d'orientation et agir aussi, bien sûr, sur l'école primaire. Alors, le cycle d'orientation, ce qui est prévu ces prochains mois ou durant cette législature, c'est un certain nombre de choses. Tout d'abord, il faut rappeler que le cycle d'orientation, c'est assez ancien, mais il a été renouvelé, changé, modifié assez récemment, puisqu'en 2011, il y a une nouvelle structure du cycle d'orientation qui s'est mise en place, et on constate que cette structure, on va le voir, il va falloir qu'elle évolue. Mais en lien directement avec la formation obligatoire jusqu'à 18 ans, on a déjà des évolutions qui sont en cours et qui ciblent justement ces problématiques d'élèves en décrochage. Typiquement, tout ce qui concerne l'information et l'orientation scolaire et professionnelle, qui était parfois trop théorique, trop éloigné véritablement de la réalité du monde du travail, du monde professionnel, eh bien, le dispositif est en train d'évoluer avec aussi un travail qui se fait avec les partenaires, avec les entreprises ou autres, pour essayer le plus vite possible de permettre aux élèves de mieux comprendre ce que c'est qu'une filière professionnelle, parce que souvent, ils ne la connaissent pas. On a un dispositif qui est en cours de déploiement, déjà 8 cycles qui ont été concernés, et à terme, bien sûr, ce sera les 19 cycles. C'est ce qu'on appelle Go-apprentissage. Go-apprentissage, c'est au fond du conseil, je pourrais presque dire en insertion. Ce n'est pas de l'orientation d'élève, ce n'est pas lui dire tu devrais aller ici ou là. C'est une fois qu'il sait où il veut aller, ce qui a été fait en principe en amont avec l'orientation, c'est de l'aider à trouver une place. Et là aussi, c'est assez intéressant. Donc, ces conseillers en insertion qu'on a mis dans les cycles, alors, il peut y avoir des résultats divers d'une volée à l'autre, d'un cycle à l'autre, mais on constate qu'on a augmenté le nombre d'élèves qui, directement après, peuvent rentrer
en apprentissage en entreprise. Que donc, quand on coach ces élèves, qu'on les accompagne, qu'on les aide, ils trouvent plus facilement une place d'apprentissage. Et c'est notamment intéressant sur les élèves qui sont en difficulté et qui sont souvent peu concurrentiels, si j'ose dire, sur le marché du travail. Quand on sait qu'aujourd'hui, par exemple, beaucoup de jeunes rentrent en apprentissage après avoir fait autre chose, après avoir fait plusieurs années de collège, après avoir fait les CG ou autre chose. Donc, des jeunes qui sortent du cycle ont beaucoup de mal. Donc, si on les accompagne, on obtient des résultats. Et puis, 13 élèves actuellement qui bénéficient de ce projet pilote. Pour des élèves de la section communication technologique, qui est la section la moins exigeante du cycle, on sait que pour ces élèves, souvent, la sortie du cycle, elle est extrêmement compliquée. Il y a peu de possibilités, etc. Donc l'idée, c'est de voir pour certains d'entre eux qui sont presque déjà en décrochage, parce qu'ils viennent quasi plus, ou quand ils sont là, ils sont peut-être au fond de la classe et ils disent rien si tout va bien, ou au pire, ils perturbent. Mais pour ces élèves qui, de fait, sont déjà dans une forme de décrochage, c'est de savoir si on peut leur anticiper déjà un parcours au secondaire 2 dans de la formation professionnelle. Et ce qu'on est en train de tester, il y a 13 élèves actuellement dans ce dispositif, je l'ai dit, c'est de tester la possibilité d'aller faire un certain nombre de journées par semaine des stages dans le monde professionnel, mais dans nos écoles, donc avec des enseignants qui ont l'habitude, etc. Et puis, de renforcer aussi certains points sur le plan scolaire pour les aider de nouveau à construire un projet professionnel et à rentrer après, si possible, dans une formation qualifiante. Et puis, je vous l'ai dit, on a un nouveau cycle d'orientation depuis 2011. Je dis nouveau parce qu'en réalité, il ressemble à celui que j'ai eu quand j'étais enfant. Je dis toujours que 3 sections, c'était les années 60. Donc voilà, c'est pas particulièrement 60 ou 70, c'est pas particulièrement nouveau. Mais ce cycle, donc, qui fonctionne avec 3 sections, avec en principe un système de passerelle où on peut essayer de faire changer les élèves et surtout l'idée, c'est de les pousser à aller le plus loin possible. Eh bien, ce cycle montre un certain nombre de limites, notamment pour ces élèves qui sont à terme des candidats au décrochage scolaire, qui sont ces élèves en grande difficulté. On s'aperçoit que les résultats en matière de tests, en matière de compétences scolaires, compétences de base, sont très très éloignés de ce qu'on pourrait attendre. On se trouve avec des classes où ces élèves sont très très peu nombreux, puisque la grande majorité des élèves va dans les autres sections. Donc qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des cycles où il n'y a parfois qu'une classe par degré de ces élèves-là, ils sont maximum 14, donc ces élèves se sentent dévalorisés, ils ont l'impression d'être des nuls, c'est comme ça qu'ils se voient, et par conséquent, ça ne les encourage pas à travailler, à s'ancrer dans des projets, etc. Alors, il va falloir adapter, assouplir le système probablement pour mieux répondre aux besoins des élèves, ceux qui sont en grande difficulté, et je dis toujours aussi ceux qui peuvent plus, parce que le problème d'un système scolaire, c'est souvent, il est fait pour l'élève moyen, l'élève lambda, et on oublie souvent les deux parties du spectre, c'est-à-dire à la fois ceux qui ont des grandes difficultés, qui sont largués souvent du système, et puis ceux qui ont de la facilité, qui pourraient soit aller plus vite, soit en faire plus, et à qui on pourrait donner ce plus. Et je pense que si on veut faire ce qui est un peu ma vision de l'école, une école plus inclusive, il faut aussi être capable de répondre à ces élèves-là. Donc je pense qu'il faudra travailler sur cette structure du cycle, c'est en chantier maintenant, donc je ne peux pas vous en dire trop, mais enfin c'est en chantier avec l'idée que d'ici la fin de la législature, on ait pu adapter, évoluer ou révolutionner, j'en sais rien encore, le système. Et puis on a déjà des premiers ajustements de la grille horaire qui sont prévus à la rentrée prochaine. Je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais enfin avec déjà un certain nombre de choses qui se mettent en place cette prochaine rentrée. Il y a le cycle. Puis ensuite, il faut aller encore avant, l'école primaire. L'école primaire qui, pour moi, si je devais mettre en avant un enjeu principal du département maintenant, c'est celui-là, en réalité. L'école primaire, parce que c'est là que, j'allais dire, tout se joue. Si les premiers apprentissages, les apprentissages de base, la lecture notamment, si ces apprentissages ne sont pas acquis, on va se retrouver avec des élèves qui vont être en difficulté tout le reste du système et qui seront à terme des candidats à la formation obligatoire jusqu'à 18 ans. Ça, c'est un constat. L'autre constat, c'est qu'on est dans un monde qui demande toujours plus aux élèves. Moi, quand je regarde l'école primaire que j'ai connue et celle d'aujourd'hui, on nous demandait beaucoup moins. Aujourd'hui, on a les langues étrangères, on a eu l'allemand, maintenant on a l'anglais depuis 2014. On a ce qu'on appelle le PER, le plan d'études roman, qui est beaucoup plus exigeant que l'école qu'on a pu connaître dans les générations passées. Et on n'a plus, par exemple, plus
la transition qui était la première enfantine de l'époque, qui n'était pas obligatoire, qui était une année où l'élève pouvait rentrer tranquillement dans, je dirais, dans le système, d'être avec un grand groupe, d'apprendre la socialisation, etc. Il y avait bien sûr des apprentissages, mais on allait beaucoup moins vite qu'aujourd'hui. Avec le nouveau plan d'études roman, depuis quelques années, on va très vite, et au fond, on s'aperçoit que pour certains élèves, eh bien, ils vont déjà être presque en décrochage dès ce qu'on appelle la 1P maintenant, qui était donc l'équivalent de la première enfantine de l'époque. C'est qu'on voit que les écarts se creusent. Ce qu'on constate aussi, c'est l'hétérogénéité des classes. Quel que soit le quartier, alors il y a des quartiers, il y a des situations où c'est plus problématique, mais on voit des classes très hétérogènes, des profils d'élèves très différents, et au fond des enseignants qui n'ont pas été formés forcément à cette diversité des classes et diversité des problématiques. On voit, je vous l'ai dit, des écarts importants entre les enfants dès le début de la scolarité, et on voit donc des élèves en grande difficulté dès le début. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à essayer de diminuer ces inégalités et permettre à tout le monde d'accéder, d'avoir une chance d'accéder à une certification à terme quand vous avez des classes avec une vingtaine d'élèves, parfois plus, un enseignant qui est seul, et puis que vous avez 3, 4, 5, parfois élèves qui ont plus de peine que les autres, et parfois sur les 3, 4, 5, un qui a vraiment beaucoup, beaucoup de difficultés. Moi, je vais vous raconter un petit exemple, mais je me raconte souvent, ça m'est arrivé il y a peut-être 2-3 mois dans une école que je visitais, mais je trouve très révélateur de ce qui peut se passer. Une classe de 1P, donc des petits de 4 ans et demi, on était en février, des petits de 4 ans et demi avec une enseignante de 65 ans remarquable, c'est sa dernière année d'enseignement, elle pleure à l'idée de quitter l'enseignement, donc ce n'est pas quelqu'un qui est fatigué, qui est démotivé. Et dans cette classe, on voit bien 5 élèves un peu en difficulté, dont un en très grande difficulté. Il a une sœur jumelle dans la classe. Lui, il parle, mais il ne parle ni la langue de ses parents, langue étrangère, ni le français. Il a inventé un langage qui est le sien. Pourquoi ? Probablement parce qu'il n'a pas été, bien évidemment, suffisamment avec des adultes qui l'entouraient. Mais il y a une sœur jumelle, les parents probablement dépassés, et on sait que cet enfant a passé probablement ses 4 premières années de sa vie derrière une tablette. Et d'ailleurs, dans son langage inventé, il y a quelques mots d'anglais qui apparaissent, donc on imagine qu'il était beaucoup devant des dessins animés ou d'autres choses. Et cet élève-là, dans cette classe, l'enseignante, elle en a 22, il est dans un coin, il joue avec un porte-clés, et si on n'est pas vers lui, il ne rentre pas dans les apprentissages. Et ce qui est terrible, c'est que quand j'allais vers lui, ou quand on passait dans la classe, il est capable de rentrer dans les apprentissages, mais il faut quelqu'un qui s'occupe de lui. Une enseignante, en l'occurrence seule, avec 22 élèves, donc plusieurs ont quand même quelques difficultés, et cet élève-là, comment est-ce qu'elle peut réussir réellement à s'en occuper? Donc l'enjeu, il est probablement là, et si on veut régler ce que la Constitution nous demande, au fond, la formation obligatoire, c'était pour que chacun ait une certification, il faudra quand même se poser la question de savoir, est-ce qu'on ne doit pas aussi renforcer très vite dans les tout premiers apprentissages pour essayer d'éviter ce type de difficultés? Ce qui a été fait au mercredi matin, à l'école primaire, et ce qui reste à faire dans l'idée de ce que je viens de vous dire, ce qui avait été fait, introduit en 2014, mais voté quelques années avant et préparé sous la législature de mon prédécesseur, c'était le mercredi matin pour les grands degrés de l'école primaire. Ça a été le renforcement des postes de soutien, 101 en 2013, et entre 145 et 153 selon les années, donc je vous ai mis 150 aujourd'hui, donc 40 postes de soutien spécifiquement destinés à la lecture chez les petits. On a développé aussi, enfin c'est en cours de déploiement, ce qu'on appelle des équipes pluridisciplinaires. Je vous disais tout à l'heure des classes très hétérogènes, des enseignants qui ne sont pas formés forcément aux difficultés, autres que des difficultés d'apprentissage. Et on essaie de déployer dans les écoles primaires des équipes où vous avez éducateurs, renforcement de tout ce qui est infirmières scolaires, enseignants spécialisés, psychologues, logopédistes. Donc d'avoir des personnes qui soient à même d'aider les équipes enseignantes à identifier les problématiques, à leur donner peut-être des moyens et à orienter aussi mieux les familles quand c'est nécessaire. Mais c'est en cours de déploiement et on est loin d'avoir terminé le travail. Et puis ce qui reste à faire, l'évaluation du mercredi matin. Est-ce que le rajout d'une demi-journée d'école a permis de régler un certain nombre de problèmes? J'ai quelques interrogations, mais en même temps, on aura difficilement des moyens, de véritablement analyser les choses, parce qu'en même temps que le mercredi matin, avec cette demi-journée de plus, s'est mis en place
une langue étrangère de plus, donc c'est une difficulté de plus, des manuels d'enseignement roman qui ont changé, un plan d'études roman qui a changé, etc. Donc ce sera très difficile d'analyser, mais c'est une vraie question. Est-ce que ça permet de régler certains problèmes ou pas? Et puis, comme je vous l'ai dit, ce qui reste à faire rapidement probablement, c'est de renforcer l'encadrement chez les 2 premiers degrés, notamment les 1P, donc les élèves de 4 à 5 ans et 5 à 6 ans, parce que je vous l'ai dit, là, on a un véritable enjeu. Ça, c'était la première partie de ma présentation rapidement, c'était en gros cette idée de la certification pour chacun, qu'est-ce qui est en route, qu'est-ce qu'on vise, etc. Deuxième aspect au niveau de la formation sur lequel on nous interroge beaucoup, et c'est un des grands enjeux de la société d'aujourd'hui et surtout de demain, c'est le numérique. Qu'est-ce que ça veut dire de développer, d'introduire le numérique à l'école? Est-ce que ça veut dire qu'on va mettre tous les élèves derrière des écrans? Est-ce que ça veut dire que, je ne sais pas, l'école, dans 20 ou dans 30 ans, ça sera chacun chez soi derrière sa tablette et puis on viendra une fois par semaine voir un prof? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup de fantasmes. Donc pour essayer aussi d'éviter que les gens fantasment, imaginent n'importe quoi, avant de construire vraiment des programmes et d'avoir un certain nombre de choses, on a décidé d'avoir un document de vision sur ce qu'on voulait pour l'école, et c'est vraiment l'école au service de la citoyenneté numérique. Ce n'est pas l'école numérique, mais c'est l'école qui doit nous permettre de donner à chaque élève les moyens de devenir des citoyens dans un monde qui sera de plus en plus numérisé. Ça veut dire aussi enseigner par le numérique, c'est-à-dire parfois utiliser les outils, je vais y revenir, et enseigner au numérique, c'est-à-dire enseigner un certain nombre de choses au niveau de ce qu'est la science informatique. Et pour moi, je trouve que c'est à la fois une nécessité, parce qu'on en a besoin aujourd'hui, mais c'est aussi une opportunité, parce que vous allez le voir, le numérique nous permet d'avancer à des rythmes différents selon les enfants et nous permet au fond aussi de travailler en mode collaboratif et donc nous permet d'avoir, à mon avis, à terme, des possibilités de développer les capacités d'adaptation de nos élèves, les faire travailler par projet, enfin, les faire travailler un peu différemment que dans l'enseignement, j'allais dire frontal, l'enseignant qui sait et qui transmet son savoir, d'autant plus que tous les élèves, ou presque, peut-être pas les tout petits, mais enfin, ont dans leur poche une petite bibliothèque universelle et peuvent assez instantanément vérifier ce que dit le prof. Donc le prof devient autre chose dans son rapport aux élèves, non pas que ce qui est dit dans la petite poche en question ou dans le petit outil en question soit forcément vrai, mais ça change quand même la donne. Donc comment tout ça va s'agencer, comment on le voit, etc. C'est un petit peu les enjeux qu'on a ces années qui vont venir. Si je prends l'éducation par le numérique, et je trouve que c'est assez intéressant quand on regarde ceci, ce sont des photos que j'ai prises dans une classe de 7P. Donc la 7P, c'est l'ancienne 5e primaire, donc des élèves à peu près de 10-11 ans, qui travaillaient en géométrie, en l'occurrence sur le cube. On les voit là travailler sur le cube. Mais vous voyez déjà qu'ils n'ont pas abandonné le papier et le crayon. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que l'outil numérique, c'est une plus-value pédagogique, mais il ne va pas remplacer ni le livre, ni le crayon, ni tout l'attirail habituel qu'on a. Et vous voyez qu'il utilise sa tablette parce que ça lui permet de développer ce qu'est un cube. Sinon, il aurait fallu que chaque élève construise son petit cube en papier, le développe, enfin, etc. Et ils le font avec différentes figures géométriques et autres. D'autre part, si vous regardez la deuxième photo, il y a une tablette pour 2 élèves, en l'occurrence, parce que le but n'est pas non plus que chaque élève ait sa tablette, et puis qu'il soit individuellement à travailler comme ça, mais c'est vraiment de lui donner la possibilité de travailler en mode collaboratif. Donc là, vous voyez, sont 2, et je ne sais pas si vous arrivez à distinguer, on voit le bas de la jambe de la maîtresse, en l'occurrence, c'est que les élèves travaillent en groupe, elles se déplacent, etc. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant, parce que ça nous permet d'être une plus-value pédagogique. Et ça permet aussi de différencier et de travailler au rythme de chacun. Et ça, notamment pour les élèves qui ont plus de difficultés, mais aussi pour ceux qui ont de la facilité, chacun peut avancer à son rythme et ça permet de répondre à des besoins qui peuvent être des besoins divers. Concrètement, 2 projets de loi qui vont être déposés dans les jours ou les semaines qui viennent au Grand Conseil, qui vont viser 2 choses. Pour l'école primaire, c'est équiper complètement l'école primaire en tablettes. En gros, 17 000 tablettes, c'est-à-dire à peu près une pour 2 élèves. L'idée n'est pas, je le répète, d'en avoir une par personne. Et puis, pour le secondaire 1, donc le cycle, et le secondaire 2,
Là, c'est un peu différent. On a déjà un certain nombre de matériels informatiques qui existent. C'est plutôt d'équiper en réseau sans fil, parce que dans les établissements du secondaire, vous avez ce qu'on appelle des uniboards, c'est-à-dire que les enseignants ont une espèce de borne qui donne un accès à Internet, qui remplace le vieux rétroprojecteur, on peut noter, on peut faire plein de choses. Donc pour qu'on ait simplement l'accès à notamment un Wi-Fi, mais qu'un Wi-Fi sécurisé, hein, rassurez-vous. Et puis, quelques lots de tablettes, lorsque un enseignant veut avoir une vingtaine de tablettes parce qu'il veut travailler, par exemple, sur quelque chose dans sa classe, il peut, mais ce n'est pas, bien évidemment, pour tout le monde, puisqu'on est déjà bien équipé au secondaire 2. Ça, c'est les outils pour les quelques mois ou quelques années qui vont venir. Maintenant, peut-être plus important, c'est l'éducation au numérique. Qu'est-ce que c'est que l'éducation au numérique? C'est deux choses différentes. C'est à la fois la science informatique. Au fond, tout élève, quelle que soit sa filière, devrait avoir des notions de fondement d'informatique, connaître les bases de ce qu'on appelle le codage ou la programmation, qui sont extrêmement intéressants parce que même si le but n'est pas de former des informaticiens, ça développe l'esprit logique et donc c'est utile pour les autres apprentissages. Mais, et c'est très important, il faut connaître aussi les dangers et avoir une éthique du numérique. Pour moi, c'est très important, quand je parlais tout à l'heure de citoyenneté numérique, de dire que le but, c'est pas tout le monde devienne informaticien, ce n'est pas qu'ils connaissent simplement les fondements de l'informatique, mais c'est qu'ils puissent se mouvoir avec le recul nécessaire dans la société d'aujourd'hui. Et on voit très bien que c'est quelque chose qui manque, hein, l'aspect prévention aujourd'hui. On voit très bien que les élèves connaissent mal, souvent, les dangers de l'informatique, parce qu'il y en a. Et l'idée, pour moi, ce n'est pas de dire on aura des cours d'informatique d'un côté puis des cours de prévention de l'autre. Ça serait un peu schizophrénique, en fait, comme posture. Mais c'est de dire que dans le cadre des cours d'informatique, on s'intéresse aussi aux questions d'éthique, aux risques, à la protection des données, enfin, etc. Et puis ça peut se faire dans ces cours-là, et puis avec, bien sûr, des approfondissements qui peuvent être faits, notamment avec les plus grands, lorsqu'on a des cours de droit, des cours de philosophie, enfin, que sais-je, on peut aussi développer les choses. Et puis, c'est de manière graduelle et cumulative. C'est-à-dire que ça concerne tout le monde, depuis les tout petits, jusqu'aux grands, et quelles que soient les filières, tout le monde est concerné, mais bien sûr avec quelque chose qui va être progressif. J'insiste aussi, l'éducation au numérique, ce n'est pas forcément devant un écran. Pour moi, c'est vraiment très important, notamment à l'école primaire. Je vous ai dit, il y aura des lots de tablettes pour certaines activités, mais si on fait du travail avec des petits à l'école primaire dans l'idée de développer l'esprit logique et de les préparer à l'informatique plus tard, on peut travailler sur les algorithmes en travaillant sur la logique. Enfin, les algorithmes, c'est de la logique. On peut le faire avec des jeux, on peut le faire de manière très simple. Je vous ai mis là un petit bouquin qui s'appelle 1, 2, 3 codé pour dessiner à des élèves de l'école primaire. Et c'est 1, 2, 3 codé, donc programmé, mais sans machine. Et en fait, on le fait de manière très simple. Après, ça peut amener à des petits exercices où on peut construire des petits robots, des petites choses simples. Mais enfin, le but est vraiment de le faire aussi sur des activités qui soient débranchées. Les travaux en cours sur la question du numérique, eh bien, il y en a un certain nombre. On est en train d'avancer très vite sur tout ce qui est plan d'études, dans tous les degrés, je vais y revenir après. On travaille aussi sur la formation des enseignants, parce qu'un des gros enjeux, c'est de former les enseignants à la fois à l'utilisation de l'outil pour ceux qui vont utiliser des tablettes ou d'autres choses, même si beaucoup les utilisent déjà aujourd'hui, tout le monde n'a pas forcément toujours la formation. Et puis, il nous faut former des enseignants qui vont enseigner l'informatique au sens strict du terme, et là, on va en manquer. Et puis, la politique de la prévention, pour l'ancrer également dans les programmes, et également, puisqu'il y a beaucoup de choses qui existent déjà dans les écoles, ce serait bête de repartir de zéro. On a déjà, par exemple, à l'école primaire, on a 18 écoles qui travaillent avec des tablettes déjà aujourd'hui, donc qui étaient des écoles pilotes, pour prendre un exemple. Donc, on a fait un appel à projet d'établissement. On est en train, à partir de là, d'identifier des projets qui ont été menés, et qui sont porteurs et qu'on pourrait élargir et qui pourraient être une base pour démarrer plutôt que de partir un petit peu dans le vide. Concrètement, si je mets des calendriers un petit peu sur le numérique pour la législature, je vais partir, comme tout à l'heure, de la fin, les S2, pour terminer par le primaire. Alors, pour la rentrée 2020, le Collège de Genève, avec déjà, sans rentrer dans les détails, un programme qui est pratiquement finalisé, 2 périodes d'informatique en première, 1 semaine décloisonnée en deuxième année. Ça, je trouve très intéressant. Les cours s'arrêtent pendant 1 semaine et les élèves vont travailler donc, avec différentes disciplines sur des projets autour de l'informatique, mais aussi des projets qui concernent d'autres disciplines. Donc toujours dans cette idée d'ouvrir et de faire du transversal et de ne pas simplement limiter l'informatique à une discipline. Et puis une période en 3e année, avec
vraiment cette approche transdisciplinaire de la culture numérique, le droit, l'économie, l'art. Hein, je veux dire, l'éducation physique, ça fait longtemps qu'on utilise le numérique, mais enfin bref, il y a plein de choses qu'on peut faire et c'est vraiment dans cette idée-là. Pour 2021, l'école de culture générale, avec probablement, on a une année de décalage, mais un modèle qui sera du même type qu'au collège, adapté au niveau de l'ECG bien sûr, mais du même ordre. Et puis probablement dès 2022 ou en fonction des modifications des ordonnances fédérales, puisque le professionnel dépend d'ordonnances fédérales de formation, les écoles de commerce et les centres de formation professionnelle, sachant qu'eux ont déjà de l'informatique, mais parfois très métier, et il y aura peut-être des choses à moduler un petit peu. Concernant le cycle, déjà un certain nombre de choses à cette rentrée scolaire, puisqu'on va, les élèves du cycle avaient déjà 1 heure d'informatique qui était en fait de la bureautique en 9e année, donc la 9e maintenant, c'est la première année du cycle. Donc on va déjà dans certains CO tester des programmes où on bascule sur moins de bureautique et plus de sciences informatiques, et dès 2020, eh bien, tous ces élèves en 9e année auront le cours qui aura été modifié. Et par la suite également, des sections au cycle d'orientation qui seront orientées plus sur l'informatique. Les profils scientifiques de la section langue et sciences aura un profil plus informatique. Et puis pour les élèves de la section intermédiaire, la section LC, il y aura aussi une approche scientifique avec le domaine informatique. Et en fait, toutes les sections, vous le voyez, sont concernées ici. Donc le cycle, ça va aussi très rapidement changer. Et puis, l'école primaire, donc dès cette rentrée scolaire, quelques projets pilotes qui vont augmenter, notamment suite à cet appel à projets, en lien aussi avec la consultation qui a lieu et le travail qui se fait sur le plan intercantonal, puisque là, on est vraiment lié au plan d'études roman et que les différents cantons travaillent sur ce plan d'études. Et puis, en 20 ou 21, on verra à quel rythme on arrive à avancer, une stabilisation pour l'école primaire et un développement d'un nouveau programme cantonal qui va être axé sur 3 axes. La pensée computationnelle, donc cette logique qui préside à l'informatique, les mythiques, donc tout ce qui est moyens, technologie, etc., savoir les utiliser, donc il y a cet aspect-là, et puis la prévention. Voilà, très rapidement, pour qu'on puisse interagir sur les domaines autres du département qui vous intéressent. En guise de conclusion, ce que je voulais vous dire toujours, c'est que dans l'éducation, on doit se projeter loin. Malheureusement, le politique a souvent travaille à courte vue, il travaille, je dis toujours, budget par budget, année par année, mais en réalité, on doit se projeter dans la durée, on doit penser au monde de demain, donc à l'école de demain, et donc agir aujourd'hui. Et je rappelle toujours qu'agir dans la formation, c'est investir pour l'avenir, et que si on règle les questions plus vite, on aura moins de problèmes, probablement à terme, dans la société. Voilà, très brièvement, enfin, j'espère que c'était assez bref pour qu'on puisse avoir le temps de discuter. Merci. Merci beaucoup, Madame Emery Tarasanta. Votre présentation sur l'école de demain suscite certainement des questions dans la salle et la parole est à vous. Qui veut commencer? C'était assez réducteur, donc je suis sûr que vous avez plein de questions sur plein de domaines parce que le DIP ne se limite pas à ceci. Je vous remercie infiniment de cet exposé très intéressant qui montre effectivement une évolution importante. Il y a 20 ans, on se disait qu'on avait des jeunes qui retournaient dans des collèges ou dans des écoles pendant les vacances et après parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Je crois que maintenant, vraiment, c'est bien en main. La question que je voudrais poser, c'est au fond, comment réagissent les enseignants, enfin le personnel enseignant, sur cette évolution? Est-ce que c'est très partie prenante ou est-ce qu'il faut faire des formations additionnelles? Sur quelle partie de l'évolution? En général ou sur... En général, disons déjà les différents paliers qu'il y a, et surtout pour les enfants en difficulté, je pense que c'est eux qui nous interpellent le plus dans la société. Et puis sur la progression numérique et informatique, qui même pour nous, on doit se mettre à jour régulièrement. Est-ce que c'est bien compris? Est-ce que vous êtes contente de
la progression de l'application du système. Alors, deux choses. D'abord, il y a des représentants des syndicats qui sont là, donc ils auront peut-être envie de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent. Alors, je vais dire comment moi je le ressens, et puis vous allez peut-être réagir après. Si on parle du numérique, je pense qu'il faudra beaucoup accompagner. Il y a beaucoup de fantasmes, il peut y avoir beaucoup d'inquiétudes, ça change, en fait, etc. Donc il y a un vrai accompagnement qui doit être fait. J'en ai pas parlé ici parce que je ne pouvais pas tout vous dire, mais c'est clair que ça va nécessiter de la formation continue, de l'accompagnement. Typiquement, pour l'école primaire, on devrait largement renforcer les postes de ce qu'on appelle les coordinateurs pédagogiques, qui sont des personnes, des enseignants qui sont détachés de l'enseignement et qui accompagnent à la fois les jeunes enseignants en période probatoire et les équipes dans les projets. Typiquement, ces postes vont être augmentés et vont être orientés aussi sur l'aspect numérique. Donc je pense que c'est très important d'accompagner pour essayer d'éviter les difficultés. Maintenant, plus généralement, sur les difficultés qu'on a à l'école, il y a beaucoup d'inquiétudes. Mais je crois qu'on la partage. Beaucoup d'inquiétudes, je dirais, sur cette évolution très rapide, semble-t-il, de la société, avec un sentiment que l'école a du mal à courir après les réalités du monde et les réalités sociales. Et c'est vrai que, typiquement, cette alerte sur les tout-petits, elle devient importante depuis quelques mois. On voit bien que, alors ce n'est pas des problèmes qui datent d'aujourd'hui, mais on a l'impression que les alertes remontent de plus en plus. Moi, je vais toutes les semaines, en principe, en visite d'établissement. Ces temps, j'avais toute une série d'écoles primaires. Je pense que les directrices et les directeurs se sont donné le mot pour que je voie certaines choses, mais ils m'amènent systématiquement dans les classes de petits pour que je voie. Et effectivement, je vois. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, mais j'ai envie de dire aussi des gens qui sont engagés puis qui ont envie que ça marche, et envie que ça fonctionne parce qu'ils croient quand même à leur mission, parce que c'est une vraie mission qui est de permettre aux élèves d'acquérir un certain nombre de compétences. Mais il faudra leur demander après parce qu'ils sont là. Merci. Enfin, est-ce que vous voulez réagir, monsieur ? Si je n'ai pas dit trop de bêtises, mais on va parler pour vous. Je vous remercie déjà pour cette présentation et puis de me donner la parole à cette occasion pour répondre à cette interrogation. Donc, je suis la présidente de la Société pédagogique genevoise. Donc, c'est le syndicat des enseignants et des enseignantes de l'école primaire. Donc, pour répondre à l'interrogation, comment réagissent les enseignants et les enseignantes à cette évolution, ces évolutions que vous avez présentées, moi, je dirais qu'une des premières choses que j'aimerais relever, c'est ce que vous avez évoqué. Je pense que les enjeux de l'école ont beaucoup changé, ils ont augmenté. L'enseignement est plus complexe et s'est complexifié. Et moi, j'ai l'impression que ce qui a beaucoup changé, en fait, c'est les attentes de l'école qui se sont vraiment élevées. Et je pense que les violences qu'on relève aujourd'hui et puis qui se retrouvent beaucoup dans la presse ces derniers temps sont en fait une conséquence de la violence qu'on inflige en fait aux élèves, aux jeunes élèves. La transition que vous évoquiez avec cette 1P qui maintenant est obligatoire et qui ne permet pas forcément une entrée douce dans l'école est peut-être effectivement une hypothèse à questionner. Mais voilà, et les enseignants, ils sont extrêmement désemparés par rapport aux violences qu'ils subissent et face auxquelles ils se retrouvent quand même souvent seuls. Ils sont peu équipés et peu soutenus parce qu'en fait, on ne sait pas trop quoi faire de ces élèves violents, en fait, pour l'instant, malheureusement. Tout à l'heure, je n'ai pas parlé des élèves violents, j'ai parlé des élèves en difficulté scolaire. Les élèves violents, c'est une autre problématique qu'on peut aborder volontiers, alors je réagirai après, je vous laisse. C'est vrai, mais moi, je vais essayer de prendre la parole qu'une seule fois, donc je vais essayer, voilà. Alors, allez-y. En ce qui concerne les élèves en grande difficulté, c'est vrai que finalement, on arrive avec des classes aujourd'hui qui sont beaucoup plus hétérogènes et dont les effectifs sont peu adaptés ou pas adaptés forcément voilà, soit à l'âge des élèves ou aux élèves qui ont des besoins particuliers. Et c'est vrai que si le nombre d'élèves par classe n'a pas beaucoup augmenté, le nombre de situations complexes, lui, par contre, a augmenté. Et c'est vrai que les enseignants, aujourd'hui, qui se retrouvent avec des élèves en grande difficulté, des fois, ont l'impression de ne plus réussir à faire leur travail, c'est-à-dire amener les élèves au maximum de leur
potentiel. Et ça, c'est une grande source de frustration, voire de souffrance, en fait, pour les enseignants. Les enseignants qui partent en burn-out ou qui sont en grande souffrance, c'est ceux vraiment qui disent aujourd'hui ne plus pouvoir faire leur travail. Et par rapport au numérique, moi j'étais un petit peu rassurée par l'intervention d'aujourd'hui, parce que effectivement, ce serait vraiment pas le moment d'ajouter encore une discipline, je dirais à l'école primaire en tout cas. Finalement, tout ce qu'on fait par rapport à la pensée computationnelle, en fait, c'est des choses qu'on fait déjà aujourd'hui. Hein, je veux dire avec Timéo ou même. Ce serait à généraliser en fait beaucoup plus et puis à préparer pour qu'ils soient prêts au fond pour la suite au cycle et au secondaire 2. Mais les enseignants, finalement, sont aussi formés. Maintenant, il manque beaucoup d'équipements à l'école primaire pour intégrer le numérique dans leur enseignement. Et moi, il y a juste une chose, même si les tablettes, c'est une bonne chose, il y a les enseignants d'art visuel qui Madame Marchesini, je vous propose, on connaît, on ne va pas faire le débat sur les maîtres d'art visuel, c'est pas le but non, ici, c'est pas une question de débat, mais c'est vrai que pour moi, l'art visuel, c'est une entrée pour le numérique, utiliser le numérique, montrer comment utiliser le numérique aux élèves, et puis finalement, ça pourrait rentrer dans les appels à projets. C'est un petit peu dommage d'écarter ça. Non, mais l'ordinateur qui manque au maître d'art visuel, je sais, donc on ne va pas le... Bah oui, mais... voilà. Depuis 10... oui, c'est bon. Ok. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Peut-être juste, parce qu'on a abordé la question de la violence qui était aussi dans la presse. Je vous parle volontiers, si ça vous intéresse, de ce qui s'est passé à Montbriand. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a toujours eu de la violence et des élèves violents. Hein, ce n'est pas quelque chose qu'on découvre. Mais c'est vrai qu'on a quand même l'impression d'avoir des élèves maintenant beaucoup plus jeunes. Qui peuvent avoir des attitudes extrêmement violentes. Alors ça pourrait nous interroger d'ailleurs probablement aussi sur qu'est-ce qu'ils regardent sur leurs écrans, qu'est-ce qu'ils font, hein, qu'est-ce qui amène aussi à ces violences-là. Alors l'exemple d'un élève qui sort son couteau reste quand même heureusement relativement exceptionnel. On ne va pas dire que on a 76 000 élèves dans le canton, donc c'est quand même pas si fréquent que ça. Mais ce qu'on constate, c'est que déjà chez les petits, on a des attitudes difficiles. Vous avez des enseignants, des directions d'établissement qui nous disent on n'arrive pas à cadrer des petits de 4-5 ans. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est assez nouveau. Alors, à 4-5 ans, on arrive peut-être quand même à les tenir, parce que physiquement, ils sont encore petits, mais quand ils deviennent plus grands, ça devient compliqué. Et il y a quand même quelque chose qui se passe. Et moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est que l'école devient un peu le réceptacle de toute une série de problèmes de société. Il ne faudrait quand même pas qu'on rende l'école responsable des problèmes de la société. Et on a tendance à dire dès qu'il y a un problème, alors mais que fait l'école ? Mais l'école, elle hérite, si je puis dire, d'élèves qui vivent dans des familles, parfois dans des conditions difficiles, énormément de familles divorcées, monoparentales, des parents qui travaillent, qui n'ont pas toujours le temps de s'occuper de leurs enfants, qui ne parlent peut-être pas notre langue, qui mettent leurs enfants devant un écran tout simplement parce qu'ils ne savent pas que trop d'écran, c'est problématique. On donne aux enfants des téléphones et on ne vérifie pas peut-être que l'enfant ne s'endorme pas encore en surfant sur Internet ou en chattant avec je ne sais qui, etc. Enfin, voilà, c'est tout ça et l'école devrait tout résoudre. Et le problème, c'est que voilà, on devient ce réceptacle et on doit essayer d'y faire face. Et c'est vraiment un défi important, mais qu'on ne peut pas résoudre comme ça d'un coup de baguette magique. Deux questions ici. Oui, par rapport au plan d'études roman, est-ce que c'est vraiment applicable parce que les populations sont différentes dans tous les cantons, Evolène, c'est pas Genève. À un moment donné, si on fait un plan pour tout le monde, c'est bien si tout le monde est la même chose, non ? Écoutez, il y a je ne sais plus quand est-ce qu'on a voté en Suisse sur l'harmonisation... déjà il y a un moment, mais sur l'harmonisation, donc il y avait une volonté, c'était Armos, les accords Armos, c'était la volonté d'harmonisation minimale dans les plans d'études en Suisse, parce que la Suisse c'est un petit pays, alors on a le plan d'études roman qui est déjà un peu ancien, qui a été revu, on a l'Airplan 21 qui vient d'arriver pour la Suisse alémanique, etc. Mais c'était voulu.
Et on va pas changer. Après, il y a des endroits où les élèves vont réussir peut-être un peu plus que d'autres. Mais rassurez-vous, au mois de mai vont sortir les tests nationaux de compétences. Alors, ils ont été faits sur 2016 et 2017. Et vous verrez, Genève ne s'en sort pas mal du tout. Voilà, je vous dévoile juste une petite chose. En attendant, parce qu'on dit toujours qu'à Genève, etc., non, on ne s'en sort pas si mal que ça. Voilà, mais non, on peut faire des comparatifs. Mais c'est un objectif à atteindre. Le problème, c'est que pour certains élèves, on ne l'atteint pas du tout. Et la question qu'on pourrait se poser, si je reprends l'exemple des élèves en grande difficulté au cycle d'orientation, à quoi ça sert de leur faire de l'anglais, de l'allemand, 1001 choses, alors que rien, pour finir, ne passe? Est-ce qu'on ne doit pas, à ce moment-là, considérer que pour ces élèves-là, c'est la même chose que pour des élèves qui sont dits dans l'enseignement spécialisé, on adapte le programme et puis on en fait peut-être moins, et on le construit sur plus de temps, ou on fixe des objectifs pour plus tard, etc. Je crois c'est là où je dis qu'on doit repenser, pour ces élèves-là, c'est une minorité d'élèves, on doit repenser le système, parce que le système, dans ce sens-là, est un échec. Il coûte cher pour rien, si vous voulez, et pour les élèves, il n'est pas bon parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont nuls. Donc il faut qu'on le fasse autrement. Bonjour Madame, merci pour votre présentation. Vous avez parlé d'un programme pour travailler l'inclusion à l'école, et on a entendu également Madame de la SPG parler des violences et de vous-même de la violence, et peut-être vous pourriez nous en dire un petit peu plus. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'inclusion? Il y a des pédagogies qui développent l'inclusion. Vous avez parlé un petit peu avec le numérique. Et peut-être vous aviez d'autres choses que vous vouliez dire. Moi, c'est vrai que j'ai souvent parlé d'une école que je voulais qu'il soit une école inclusive, dans le sens qu'elle réponde aux besoins de chaque élève. Les besoins peuvent être très variés. Maintenant, il peut y avoir des situations où objectivement c'est compliqué et que l'élève, il faut peut-être le sortir. Enfin, je veux dire, quand on a un élève extrêmement violent, il ne faut pas forcément le laisser dans la classe avec l'enseignant tout seul. Ce n'est pas ça qui va régler la question. Mais ce n'est pas non plus peut-être l'exclure ad aeternum du système. D'abord, légalement, on ne peut pas. Mais indépendamment de ça, il faut arriver à trouver une réponse qui soit adéquate. Ce qu'on constate maintenant, c'est peut-être sur ces élèves-là violents, c'est un peu le passage à l'acte. C'est-à-dire que tout à coup, on se monte le bourrichon dans des bandes, je ne sais pas quoi, puis après on arrive, on sort son couteau. Enfin, c'est ça qui est peut-être la nouveauté. Le fait qu'il y ait de la violence, il y en a toujours eu, il y a toujours des élèves violents, mais c'est ce passage à l'acte-là avec des armes, avec des couteaux, des choses comme ça, paires de ciseaux, que sais-je, qui est problématique. Comment répondre? C'est probablement des élèves, c'est un petit peu ce que disait Madame Marchesini, qui ont une certaine souffrance. Enfin, je veux dire, on n'agit pas comme ça si tout va bien chez soi, dans sa vie, etc. Mais ça dépasse l'école. D'ailleurs, si vous avez vu, pour prendre un exemple qui s'est passé hors de l'école, l'histoire des Charmilles, le meurtre des Charmilles il n'y a pas longtemps, la réponse de la ville, c'est d'essayer de renforcer l'aspect éducatif au niveau travailleurs sociaux hors mur, centres de maisons de quartier, etc. Parce qu'il y a quelque chose qu'on doit faire. Si les familles ne cadrent pas ou n'éduquent pas, je ne dis pas qu'elles ne le font pas, que certaines ne le font pas, mais si dans certains cas ce n'est pas fait, l'école ne peut pas tout faire, mais il faudra bien que la collectivité trouve des moyens d'encadrer ces jeunes. Ma question était peut-être plus orientée avec ce qu'apporte le plan d'études roman au niveau des compétences, des capacités transversales. Oui, alors d'accord. Alors oui, bien sûr que si. Alors d'ailleurs, c'était dans le mercredi matin. On a rajouté le mercredi matin à cause de l'anglais, mais pas seulement. Il s'agissait notamment de travailler sur toutes les capacités transversales. Alors oui, bien sûr qu'on peut faire plein de choses, mais je dis toujours que quand on a un problème dans une école, dans une classe ou autre, il faut l'utiliser pour rebondir dessus. Et travailler avec les élèves. Cela dit, ça se fait beaucoup. Moi, je suis frappée. Alors, si on va à l'école primaire, je suis vraiment frappée du nombre de choses qui tournent autour. Alors, l'expression vaut ce qu'elle vaut, mais du vivre ensemble, j'allais dire, et du travail collaboratif. Enfin, mardi, j'étais dans une école où, dans une classe, on voyait des élèves qui faisaient un petit conseil de classe. Donc ils apprennent à gérer certaines choses, il y a des règles assez précises, mais c'était sur les problématiques soulevées par les élèves, les moqueries, il ne veut pas jouer avec moi à la récréation, en gros, enfin ce genre de choses. On est vraiment dans ces capacités-là de comment on vit ensemble, comment, quand on n'est pas content de quelqu'un, qu'est-ce qu'on lui dit, qu'est-ce qu'on fait, enfin, etc. Donc il y a un énorme travail qui est fait dans les écoles primaires là-dessus, enfin, me semble-t-il, pour ce que j'en vois, en tout cas. Merci. Bonsoir, merci pour
votre présentation. En fait, moi, je suis aussi maman d'adolescentes et puis membre d'une association de parents du cycle Grande Commune. Et on entend ces problèmes de violence, en fait, surtout sur les réseaux sociaux. Mais il y a toute une étude aussi qui explique que cette violence est due aussi au stress, dû à l'exposition de l'enfant à un nombre d'heures illimité devant l'écran. Est-ce que aussi il y a une étude aussi quand même faite pour limiter le nombre d'heures déjà à l'exposition de l'enfant déjà face à l'écran que vous allez le fournir à l'école? Ça, c'est la première question. La deuxième question est, est-ce que je transmets aussi les soucis des parents parce qu'eux, ils font déjà la police avec les téléphones pour leurs enfants à la maison. Est-ce que aussi ça sera un fardeau pour les parents d'avoir une tablette sous prétexte d'un moyen de travail de l'école, qu'ils doivent aussi contrôler, que sur le réseau à la maison, ils peuvent s'ouvrir sur d'autres secteurs? Et puis, la troisième chose, c'est que qu'est-ce que vous pensez de la séance silence-lecture que déjà le Grande Commune, il a déjà commencé à le faire? Et on a eu une réunion dernièrement et on a entendu les professeurs, le changement de comportement des élèves qui était énorme, parce que les professeurs, ils sont débordés. Le cadre administratif aussi. Nous, association de parents, on essaye de suivre les parents et en discuter, mais le problème, il est dans la société en général. Et je pense que cette séance lecture a pu un peu soulager, diminuer la pression. Et puis, le niveau de français, on a remarqué par rapport aux épreuves cantonales dernièrement que le niveau de la langue, il est assez bas. Et donc, cette chance de donner au moins à l'enfant le temps obligé de faire une lecture à l'école permet aussi de canaliser un peu ses envies et puis de se détacher aussi des réseaux sociaux et puis diminuer la violence entre eux aussi. Merci. Alors, je commence par la fin. Le silence on lit. Effectivement, c'est quelque chose qu'on souhaite développer. On est en train de développer aussi pas mal de choses en termes de politique du livre, et c'est un outil. Et c'est vrai que ça marche très bien parce que les élèves sont perpétuellement dans l'agitation, perpétuellement dans le bruit. Beaucoup mangent à midi, enfin restent toute la journée à l'école. Allez manger une fois à midi au parascolaire, par exemple, et vous aurez vite compris l'état dans lequel ils sont. J'entends après, c'est pas simple. Donc de les poser, puis maintenant on arrête et on lit un moment, ça a des effets effectivement sur le comportement, sur le français et au fond sur l'ensemble des apprentissages. Donc oui, alors je suis tout à fait favorable à ça, mais ça me permet de dire qu'au fond, on voit déjà que les écoles ont beaucoup de réponses et essayent vraiment de mille et une manières de trouver des moyens de répondre à cette particularité de notre société aujourd'hui ou des difficultés qu'on a. Pour revenir sur le numérique, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne va pas mettre que les gens en permanence devant des écrans, ça n'est pas ça, et il y a tout un travail qui doit se faire sur la prévention. Le problème, c'est qu'il faut aussi éduquer les parents, et les parents, on le fait quand on fait des soirées de parents, les enseignants vont rappeler certaines choses, mais le problème, c'est que tout le monde ne vient pas toujours aux soirées de parents, et ce n'est pas toujours ceux qui devraient venir qui viennent. Mais peut-être, on peut rêver de se dire qu'en tout cas, pour ceux qui seront nés ici, qui continueront leur vie ici, s'ils sont formés maintenant aussi au danger du numérique, à la prévention, à un certain nombre de choses, peut-être que ça deviendra aussi, ils auront des attitudes différentes quand ils seront adultes. Là, on a une génération de jeunes parents qui est pratiquement née avec le numérique, mais sans avoir cette éducation au numérique. Voilà, et puis, mais on ne peut pas être derrière chaque parent pour vérifier qu'effectivement l'enfant ne soit pas derrière sa tablette ou autre à la maison. Mais c'est pour ça qu'on limite les usages. Et c'est pour ça qu'on est de plus en plus strict sur le smartphone, par exemple, à l'école. Ça avait été un peu un débat l'année dernière. On va finaliser les règles pour la rentrée prochaine, mais en principe, sous réserve, ça sera bien évidemment interdiction totale à l'école primaire, que ça soit dans le préau, dans le bâtiment, dans tout ce qu'on veut. Au cycle, ce sera probablement interdiction totale dans le bâtiment. Ce sera plus compliqué de dire à l'extérieur, parce que les limites d'un cycle ne sont pas toujours très claires, donc ça sera peut-être à voir limité au bâtiment, on verra. Et puis le secondaire 2, il y aura peut-être un peu de souplesse dans le bâtiment à voir, mais en tout cas rien dans les cours, sauf usage pédagogique prévu, enfin, etc. Et il faut être clair, mais quand je suis en train au département, on discute par exemple avec des directions d'établissement là-dessus,
ou même des enseignants, c'est « Ah, mais comment on va imposer? Mais vous ne croyez pas que… » Je dis « Non, il faut être à un moment donné, c'est clair, on applique, il y a des règles, il y a des sanctions si on ne les suit pas, puis il faut cadrer. » Et au bout d'un moment, ça rentre dans les mœurs. Mais cette peur qu'on a toujours d'interdire, de ne pas oser, ça n'aide pas. Et je pense que l'école doit être préservée d'un certain nombre de choses. Il faut rappeler qu'à l'école, effectivement, on peut lire et que c'est important. Donc merci de votre question. Bonsoir à vous, merci beaucoup pour la présentation. C'est un papa qui vous remercie du service après-vente parce que c'est des jeunes adultes, mais on est content de l'école et de ce qu'ils ont vécu. Est-ce que le 15-17%, je n'ai pas besoin de dire quel âge j'ai, en gros, le 15-17%, il était de combien quand nous, on était au collège, battu, apprentissage, etc. C'est la seule chose qui me... J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup moins que ce chiffre, oui. Et je ne suis pas du tout dans vos métiers, où on en était. De mon temps ou du vôtre, je ne sais pas. Mais je peux vous répondre pour le début des années 2000, on était à peu près à 7% d'élèves. Enfin, si on le prend, si on regarde les choses autrement, on s'aperçoit qu'on avait, parce que c'est un chiffre que j'ai, on avait à la sortie du cycle d'orientation, au début des années 2000, 7% des élèves à peu près qui allaient dans des structures préqualifiantes. Donc ces élèves qui n'avaient pas une sortie directe sur une filière qualifiante. Et à partir des années, je ne veux pas dire de bêtises, mais 2010 environ, on a passé à 13%, et depuis on oscille 13, 14, 15% cela. Et au fond, on revient à des chiffres qui sont à peu près ces chiffres du décrochage scolaire qu'on a après. Donc, je n'ai pas les chiffres du décrochage de l'époque, mais je peux vous dire, on avait, quand on voit les élèves qui sortent du cycle. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas forcément l'école qui serait plus mauvaise, par hypothèse, ou les élèves plus idiots, j'aime pas employer ce terme, enfin, pour dire, voilà, il faudrait éviter les raccourcis. C'est en bonne partie aussi que le monde a changé et qu'on demande toujours plus aux élèves. Je crois qu'il faut se rendre compte de ça. L'école est devenue beaucoup plus exigeante en termes de contenu. Et parallèlement, donc il y a des élèves, ceux qui ont de la difficulté, vous rajoutez des langues, vous rajoutez ceci, etc. Ça devient compliqué. Et puis le monde professionnel est très exigeant. Aujourd'hui, à Genève, vous rentrez pas la moitié d'entrée en apprentissage, c'est vers 18-19 ans. C'est quand même assez révélateur. C'est-à-dire que, et c'est encore plus si on prend l'administration, le commerce, les banques, les assurances, etc. Ça veut dire que les élèves, ils ont, par rapport au monde professionnel et aux exigences dans un canton comme Genève, très tertiarisé, tourné vers une main-d'œuvre à forte valeur ajoutée, il faut avoir des jeunes qui soient bien formés. Donc, qu'est-ce qui se passe? À la sortie du cycle, ils n'ont pas vraiment le niveau. En tout cas, ceux qui voudraient aller en apprentissage, les employeurs ne les prennent pas, ils vont prendre des gens qui ont passé par d'autres parcours, souvent. Donc, les exigences sont augmentées. Alors, ce n'est pas la faute des employeurs, c'est la société qui veut ça. Mais on a toujours eu, si vous voulez, des gens qui n'arrivaient pas à réussir dans un système. Mais il y avait des petits boulots. Oui. Peut-être des cantons plus gros ou moins tertiaires. Ils ont quel chiffre de décrochage? Moins. Ils ont moins. On retrouve les mêmes choses, si vous voulez, dans les villes. Donc, si vous prenez un canton comme le canton de Vaud, si on regarde Lausanne, on aura le même genre de choses. On n'est pas spécifiquement différent. Par contre, si vous prenez le Valais, on aura, je ne sais pas ici, mais on aura des taux qui sont... Enfin, quoique le Valais, il n'était pas si bon pour le décrochage, je crois. Mais enfin, on aura des taux un peu différents. Donc, il y a bien quelque chose de sociétal derrière. C'est le cadre social, c'est les difficultés ou pas économiques, enfin, l'accompagnement ou les solidarités sociales qu'il y a beaucoup moins dans une ville. Enfin, si vous regardez notre population, combien de personnes ont à Genève des familles élargies qui peuvent, par exemple, je ne sais pas, les grands-parents. Tout le monde n'a pas ses grands-parents sur place. Vous allez dans un canton comme le Valais, vous aurez beaucoup plus facilement, probablement, des grands-parents à proximité, etc. Donc, on est quand même dans une société qui a évolué. On est dans des problématiques de grandes métropoles, quand bien même on a en gros 500 000 habitants, quoi. Mais, Merci pour cette présentation. Je vais rebondir un peu sur la violence. En premier, je tiens à reconnaître les mesures qui ont été prises en ce qui concerne les téléphones et les smartphones dans les établissements. Maintenant, on va passer au numérique. Donc, avec les tablettes,
Donc, que ce soit au primaire, que ce soit au secondaire, comme vous avez envisagé, que par deux, chaque élève pourrait avoir des tablettes. Je crois que vous avez aussi envisagé des mesures de protection. Oui. Alors, comment se feront-elles? Il y aura une sensibilisation avant. Comment se feront ces mesures de protection avec ce qui se passe maintenant, avec les jeunes qui sont très éveillés en ce qui concerne le numérique et les nouvelles technologies? Bon, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a des tablettes qui peuvent être à disposition, ça ne veut pas dire qu'on va les avoir en permanence, c'est la première chose. Deuxièmement, il n'y a pas d'accès extérieur pour les élèves comme ça, c'est-à-dire que c'est l'enseignant qui peut déclencher lui-même un accès Wi-Fi s'il faut, et que sur des sites protégés, pour autant qu'on utilise des sites externes. Au primaire, c'est essentiellement l'idée, c'est d'avoir l'outil avec des logiciels adaptés, des séquences d'enseignement préparées, et ce n'est pas pour aller surfer sur Internet. Troisièmement, c'est ce que j'ai dit, dans le cadre des cours d'informatique ou autres cours liés de près ou de loin au numérique, c'est une approche aussi sur la prévention. Et ce qu'on travaille maintenant, il y a un groupe de travail dans le département qui planche sur les programmes aussi bien au niveau de la science informatique que sur la prévention et de voir comment lier les deux pour éviter d'avoir cette position de dire d'un côté le numérique c'est génial, puis de l'autre attention danger. Dire non, comme tout outil, comme toute chose, souvent il y a les deux côtés de la médaille et puis il faut faire avec. Donc oui, ça va être fait. Alors comment exactement, sur combien d'heures, à quel âge, ça je ne peux pas encore vous dire parce que c'est en chantier, mais bien sûr que ça va se faire. Il y a déjà des choses, il ne faut pas penser que rien n'est fait non plus. Si on prend au cycle, ils ont par exemple dans leur programme un cours, je crois, qui s'appelle Médias et Images, où on travaille notamment ces questions de prévention. Donc on ne part pas de zéro. Hein. Je voulais vous poser la question par rapport à des jeunes qui ne sont pas scolaires, justement, et qui auraient été stimulés peut-être par des ateliers déjà à l'école primaire qui puissent les orienter, leur donner envie de faire autre chose que du scolaire. Et puis revenir sur le mercredi matin, à l'école primaire, est-ce que ce ne serait pas bien aussi de revenir aux matinées qui étaient non scolarisées pour donner un petit bol d'air aux enfants en plein milieu de la semaine? C'est vraiment un débat qui n'est pas simple et moi je n'ai pas des idées arrêtées, toutes faites, etc. Sur le mercredi matin, il faut quand même savoir qu'il y a une votation populaire très largement, où le principe a été accepté, donc on ne peut pas se permettre quelques années après, même si on était tous convaincus qu'il ne faut pas, on ne pourrait pas comme ça, il faut vraiment avoir des arguments, hein, puisque je crois qu'il faut être quand même respectueux de la démocratie. Deuxièmement, si le mercredi matin a été rajouté, c'est parce que je vous l'ai dit, il y avait l'introduction de l'anglais, mais il y avait aussi, ça je ne l'ai peut-être pas dit, l'entier du plan d'études roman qui n'était pas fait à Genève. Il y avait on n'arrivait pas à tout faire, on avait moins de temps d'enseignement à Genève qu'ailleurs. Donc à un moment donné, si on devait revenir en arrière par hypothèse, qu'est-ce qu'on enlève? C'est des vraies questions. Le véritable enjeu aussi, c'est de savoir si cette demi-journée permet pour des élèves d'acquérir des compétences en plus qu'ils n'auraient pas eu autrement. Et c'est là où on n'a pas forcément tous les éléments d'appréciation. Et c'est là, à mon avis, où c'est plus difficile de savoir exactement ce qu'il faudrait faire ou pas. Voilà. Maintenant, on va essayer d'analyser un peu plus finement. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que pour notamment les élèves qui ont des difficultés, les coupures, que ce soit les vacances ou les coupures dans la semaine, ne sont jamais bonnes pour les apprentissages. Donc, par hypothèse, si on disait les enfants ont trop à l'école primaire de temps scolaire, mettons que ça soit ça, puis qu'on dise que ça ne sert à rien, qu'il y a trop, ça ne serait pas forcément la solution, je veux dire pour le bien des enfants, d'enlever le mercredi matin. Il faudrait plutôt lisser dans la semaine pour éviter ces moments où justement ils se couchent tard le soir et ils arrivent, ils sont complètement endormis le lendemain matin, etc. Enfin, voilà. Donc c'est pas simple la réponse, hein. C'est pas simple la réponse. Mais il faudrait aussi qu'on ait des élèves qui, quand ils sont chez eux, n'aillent pas se coucher trop tard, passent pas leur temps devant des écrans. Enfin, Madame l'a rappelé tout à l'heure, les écrans, au bout d'un moment, si vous allez devant un écran le soir avant de vous coucher, c'est très mauvais. Ça excite le cerveau et du coup, après, vous dormez très mal. Donc, je veux dire, voilà. Mais... Oui, bien sûr. Oui, bonsoir. Alors, je me présente d'abord. Moi, je travaille dans une start-up. Donc, on est à la Fondetech à Genève.
on a développé deux choses. Un logiciel de modélisation 3D qui permet aux enfants de pouvoir créer des objets en 3D dès l'âge de 5 ans, et une méthode pédagogique. Donc ça va faire maintenant 2 ans qu'on teste notre méthode dans les écoles privées, parce qu'effectivement c'est plus facile de proposer notre méthode dans les écoles privées que dans le public, et on collabore un petit peu avec le DIP, mais en extrascolaire. Et puis ma question est la suivante, c'est que moi, comme j'enseigne dans les écoles privées, j'arrive pas à comprendre pourquoi les écoles préfèrent le choix des tablettes. Surtout, l'objectif, c'est de préparer les jeunes à peut-être un futur métier. Il me semble, dans la plupart du monde professionnel, il y a très peu de gens qui utilisent la tablette comme outil au travail. C'est plutôt l'ordinateur. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi le choix de tous les établissements scolaires s'oriente vers une tablette qui est limitée au niveau de son utilisation. Et typiquement, dans l'école où je donne, si je donne l'exemple de l'école Moser, c'est une école privée où je donne des cours, on a le cours de coding se fait à travers des ordinateurs, le cours de modélisation 3D que je donne moi se fait également avec des ordinateurs. Alors certes, ce n'est pas des ordinateurs qui sont fixes, c'est des ordinateurs qu'on peut transporter. Donc j'arrive pas à comprendre pourquoi ce choix des tablettes, et surtout avec un si grand nombre. Bon, je ne suis pas une spécialiste au niveau technique, hein. Les tablettes sont surtout destinées à l'école primaire, d'accord ? Avec la volonté, on l'a dit, de ne pas avoir un écran et autres. Et pour ce qu'on les utilise à l'école primaire, ça va parfaitement. Et détrompez-vous, enfin moi je ne travaille quasi jamais avec un ordinateur, je travaille pratiquement qu'avec une tablette. On peut faire beaucoup de choses avec une tablette, malgré tout. Donc le but, c'est plutôt pour l'outil, pour les élèves, c'est d'utiliser des programmes qu'on aura fait dessus pour avancer dans des programmes pédagogiques. C'est pas de faire de la programmation sur la tablette, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment pour utiliser l'outil sur, je ne sais pas, je vous ai montré tout à l'heure l'exemple de la géométrie, voilà, c'est pour des choses comme ça. Au cycle ou au secondaire 2, on a des salles qui sont équipées avec des ordinateurs. On va, bien évidemment que l'informatique au collège, on ne va pas la faire totalement débrancher. Les élèves, ils vont être derrière des ordinateurs, ça c'est prévu. Les tablettes, c'est vraiment chez les petits, surtout chez les petits. Autrement, c'est un moyen qui est très pratique parce qu'il est mobile. Voilà, c'est ça qui est pratique. Je comprends très bien votre réponse, mais c'est que l'utilisation de la tablette, il y a bien sûr, comme vous dites, on peut utiliser les outils pédagogiques, mais après on est vite limité par rapport à l'utilisation. Moi, je le rencontre parce que des choses basiques, comme créer un dossier sur son bureau avec son nom, j'ai dû l'enseigner moi à mes étudiants. Et moi, j'étais surpris. Bon, moi, à la base, je ne suis pas enseignant, je suis architecte de formation. Et c'est vrai que c'est des petites choses qui sont toutes simples, sauvegarder son fichier, mettre son nom, etc. J'ai dû, moi, l'enseigner à la plupart de mes élèves. Et pourquoi? Parce que la tablette ne permet pas de le faire. Mais je vous ai dit, l'enseignement, il est prévu depuis la 1P jusqu'à la fin du secondaire 2. Donc, quelle que soit la filière de l'élève. Donc, à un moment donné, il y a des choses qu'on va faire à certains degrés. On ne va pas tout faire à 4 ans, on ne va pas tout faire à 18 ans. On va faire les choses à différents moments, avec différents outils. Voilà, je ne peux pas vous répondre plus. Non, mais en tout cas, les écoles primaires qui travaillent avec les tablettes, actuellement, il y en a un certain nombre. J'étais aussi dans une école il n'y a pas très longtemps. Ils trouvaient plutôt qu'on les freinait trop, parce qu'ils trouvaient qu'on pouvait faire beaucoup plus de choses encore avec les tablettes. Donc non, voilà, c'est un outil comme un autre. Puis ce sera peut-être les tablettes maintenant, mais vous savez, l'obsolescence dans ce domaine, ça va vite. Moi, je ne vous garantis pas qu'il y aura des tablettes dans 10 ans, dans 20 ans. Je dis simplement, voilà, pour les prochaines années, ce qui est prévu, et on verra après. Bien, merci. Bonsoir, je suis membre d'une association de parents d'élèves et lors des séances de la FAPEO, le rythme d'apprentissage revient assez souvent et notamment cette période après les vacances de Pâques, quand Pâques tombe très tôt. On a des élèves très fatigués à la fin de l'année, en plus il y a les épreuves cantonales bien souvent. Donc est-ce qu'il y a des choses qui sont en cours pour revoir ces rythmes-là ? Alors, la question du calendrier scolaire et donc des vacances est une question assez compliquée parce qu'au fond, dès qu'on commence à l'apprendre, on ouvre un peu la boîte de Pandore. Les besoins des uns n'étant pas les besoins des autres, vous avez des débats, la question des rythmes pour les élèves. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'on sait, c'est que les coupures trop importantes sont mauvaises. Mais voilà, si on prend un contre-exemple, l'école finlandaise qui est souvent donnée comme école modèle et une des meilleures dans les résultats internationaux, je crois qu'ils ont 11 ou 13 semaines de vacances l'été pour dire. Donc tout est relatif sur les calendriers, c'est ça que je veux dire en préambule.
Sur Genève, il y avait une étude qu'on a faite, enfin un questionnaire qu'on avait fait un sondage qu'on a fait tout à fait sérieux auprès des familles il y a quelques années, notamment sur la demande des associations de parents pour voir si elles voulaient changer ou pas les choses. Et étonnamment, parce que moi je pensais qu'il y aurait des demandes de changement, elles étaient globalement, je dis bien globalement satisfaites. La seule demande qui était massive, c'était les 2 ponts, Ascension et Genevois. Et puis Pâques ressortait effectivement, mais de manière assez mitigée, ce n'était pas vraiment massif, la question des vacances de Pâques. Le problème est que si on voulait résoudre ça, il faut dissocier le week-end de Pâques des vacances. C'est ça que ça veut dire. Moi, j'y suis pas favorable et je vais vous dire pourquoi. Non pas par tradition culturelle, religieuse, c'est pas tellement ça, mais c'est qu'il y a plein de parents qui n'ont pas beaucoup de vacances. Tout le monde n'a pas la chance d'être enseignante ou enseignant. Et que du coup, vous auriez tout à coup des parents qui auraient leurs 3 jours de Pâques, leurs 4 jours de Pâques à Genève, et puis les enfants qui auraient peut-être plus tard, 2 semaines et autres. Donc, ça, à mon avis, ça complique encore la question des enfants des gardes, etc. Alors, ce sur quoi on travaille, c'est sur un modèle, parce que le Parlement s'est saisi de la question, il y a une motion qui a été travaillée en commission, et qui a abouti à une proposition que je ne trouve pas forcément peut-être idéale dans votre sens, mais que je trouve quand même assez intéressante, qui serait de dire on raccourcit les vacances d'été d'1 semaine. C'est-à-dire qu'on commencerait, je dis le 20 août, en gros, une semaine plus tôt qu'aujourd'hui. Et puis cette semaine qu'on a en plus d'école, eh bien, on la répartit, on la donne, si vous voulez, dans l'année de la manière suivante, c'est-à-dire que les vacances de Pâques resteraient liées à Pâques, mais commenceraient non pas le jeudi saint, puisque le jour officiel des vacances chez nous, c'est le jeudi saint, commencerait le vendredi saint et durerait les 2 semaines qui suivent. Ce qui fait que de toute façon, on aurait 1 semaine de vacances de plus qu'aujourd'hui, plus proche de l'été. Et il nous reste encore un jour qu'on gagne avec ce système-là, et ce jour, ce serait le jeudi de l'Ascension, le vendredi, pardon, de l'Ascension qu'on donnerait. Ce qui permettrait, du coup, même quand Pâques est tôt, on aurait comme des vacances de Pâques beaucoup plus longues qu'aujourd'hui, puisqu'on aurait 3 week-ends en fait. On aurait 2 semaines et 2 jours, et puis 3 week-ends. Le congé de l'Ascension, le congé de Pentecôte, donc ce serait quand même probablement un peu moins problématique qu'aujourd'hui. Mais le véritable enjeu, pour moi, dans les rythmes, puisque vous parlez des vacances, je disais, c'est la longue période de l'été et pour certains élèves, la difficulté, quand ils ont oublié en fait en août, fin août, ce qu'ils avaient à peu près appris au mois de juin. Et on est en train de commencer une réflexion que j'ai menée avec mon collègue Thierry Apotello, puisqu'il a la cohésion sociale, pour essayer de proposer des dispositifs en fin d'été pour des élèves identifiés comme étant des élèves en difficulté, et qui pourraient des dispositifs de type, je veux dire un peu comme un centre aéré, c'est-à-dire que ce serait à la journée, et vous avez par exemple du scolaire le matin, enfin on travaillerait sur les apprentissages et ce qu'il faut remettre à niveau pour certains élèves, et puis l'après-midi des activités, je sais pas, culturelles, sportives, musicales, enfin que sais-je. Donc on a cette idée-là, je l'ai proposée à Thierry Apotello récemment, et on va démarrer là-dessus pour voir si on arrive à faire quelque chose pour répondre à ces longues vacances pour certains élèves. Mais après, à voir si ça marche pas, etc. Voilà un peu où on en est maintenant. Et pour revenir aux vacances elles-mêmes, une grande consultation va partir d'ici peu, d'ici l'été donc, dans tous les milieux concernés, c'était à peu près toute la République, sur ces types de propositions d'éventuelles nouvelles vacances, un nouveau calendrier des vacances. Mais sachant que les vacances sont fixées plusieurs années à l'avance, ce n'est pas tout de suite, donc ce n'est pas l'année prochaine que vous aurez bien évidemment ce type de calendrier. Je vous propose de prendre une dernière question. Vous aurez encore l'occasion d'interagir un petit moment avec Madame Emery Torasata au cours de l'apéritif qui vous sera offert par l'INGE. Bonsoir Madame. J'aimerais vous parler de la formation professionnelle. Vous avez parlé de l'école finlandaise qui était l'exemple mondial scolaire. La formation professionnelle, c'est l'exemple mondial. Tous les pays du monde nous envient notre formation professionnelle, notre CFC, maîtrise, Matruc Pro, etc. Ce que je constate, je connais un peu la Suisse alémanique, ce que je constate qu'en Suisse alémanique, même dans les grandes villes, la portion des élèves qui passent par le cheminement de la formation professionnelle est bien plus importante
bien plus important que ce qu'on trouve à Genève. On parle d'environ 45% des élèves suisses alémaniques qui passent par cette voie-là. Alors que chez nous, ce doit être environ 15%, je crois. Vous me corrigez si je me trompe, c'est à peu près ces chiffres-là. Ici, on a plutôt tendance à faire passer les gens dans des formations après le cycle. Faire passer les gens dans des formations du type ECG, hein, ou ses sœurs ou ses frères, qui débouchent in fine sur des jobs qui ne sont pas toujours très enthousiasmants. Alors que s'ils étaient passés peut-être par la formation professionnelle, ils auraient eu plus de plaisir et plus de succès. Je pense également aux décrocheurs qui sortent, qui sont en R1 au cycle. Hein. Ils ont besoin de la peine à trouver un apprentissage, ceux-là. Hein. S'ils avaient été, dès la deuxième ou la troisième année du cycle, dirigés vers la formation professionnelle, peut-être qu'ils auraient trouvé un job, peut-être qu'ils auraient trouvé un stage, et peut-être que ces gens-là qui n'ont pas envie de se lever le matin, ils auraient eu envie de se lever le matin parce qu'ils auraient eu un projet. Donc ma question est, est-ce qu'on ne fait pas un petit peu un petit gâchis en ne valorisant plus la formation professionnelle à Genève au détriment d'autres formations qui sont moins enthousiasmantes? Bon, vous prêchez à une convaincue. J'ai enseigné 35 ans avant d'être conseillère d'État dans une école professionnelle, l'école de commerce. Donc voilà, j'ai toujours défendu la formation professionnelle. Plusieurs choses, j'ai parlé tout à l'heure du dispositif gros apprentissage qu'on a mis en place aussi. Ce qu'on essaie de faire, c'est effectivement d'encourager les élèves. Mais il ne suffit pas d'encourager les élèves, il faut aussi qu'il y ait des employeurs qui les prennent. Et l'enjeu, il est là. On est dans un canton, je l'ai aussi dit tout à l'heure, très tertiarisé, qui demande des compétences élevées en termes de marché du travail. Et c'est difficile quand on sort du cycle, même quand on sort d'une section pré-gymnasiale. Hein, mais quand on a 15 ans sortant du cycle, même si on a fait un profil avec, en LS, c'est pas forcément facile, si vous voulez aller en apprentissage, de trouver une place. Alors l'élève qui n'est même pas en LS, il a quasi aucune chance. Moi, je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, on a refusé 2 années de suite. Alors, la première année, je crois que ça avait été accepté. La deuxième année, l'OFPC, donc l'Office pour la formation professionnelle et continue, qui valide des contrats d'apprentissage, avait refusé un contrat. En l'occurrence, il s'agissait d'un vétérinaire qui avait besoin d'un assistant ou d'une assistante vétérinaire et qui avait pris une personne qui avait un bachelor en sciences politiques. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que, et là on avait refusé, parce qu'il faut que le contrat soit aussi co-signé par l'office, on avait refusé, en espérant même d'ailleurs, en se disant s'il fait recours, on aurait perdu devant la justice, mais ça nous aurait arrangé parce qu'on aurait pu, face à la Berne fédérale, dire qu'au niveau des ordonnances et autres, il faut changer les règles du jeu parce qu'on peut se retrouver dans ces situations-là. Mais c'est une question de concurrence. C'est une question de concurrence. Et ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup plus de gens qu'on croit qui font une formation professionnelle, mais ils la font après. C'est-à-dire, ils font quoi? Ils vont, s'ils ont les notes, ils vont au collège, sinon ils vont à l'école de culture générale. Et typiquement, ce qu'on voit maintenant, c'est la double certification. Des gens qui font l'école de l'ECG, qui font leur certificat de l'ECG en 3 ans, et puis qui, après, recommencent un apprentissage. Et parfois, en première année d'apprentissage. Alors, quand ils le font en entreprise, en dual, c'est encore une chose. Mais alors, s'ils le font en structure à plein temps, c'est assez fou. Je vais juste vous donner un chiffre, parce que je ne les connais pas par cœur, mais qui va montrer ce que je voulais vous dire. C'est une étude qu'on a faite il y a quelque temps sur la durée théorique pour avoir un titre, pour avoir, si vous voulez, réussir son premier titre. La maturité gymnasiale, la durée normale, c'est 4 ans, d'accord, et la durée moyenne, bon, c'est des chiffres qui ont déjà quelques années, c'était 4,3 ans, donc en fait il y a un écart de 4 mois. Ça veut dire qu'en moyenne, les élèves, alors tout le monde ne réussit pas le collège, certains quittent, mais quand on arrive à la fin du parcours, en moyenne, on aura éventuellement dépassé de 4 mois. Si on prend à l'autre extrême un CFC en dual, en entreprise, normalement la durée théorique c'est 3 ans. La plupart, il y en a un 4 ans, mais la plupart c'est 3 ans. Eh bien, la durée moyenne pour obtenir une première certification dans une entreprise, un CFC en dual, c'est 6,4 ans, c'est-à-dire 40 mois de dépassement. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que l'élève il a doublé chaque année son apprentissage, puis qu'il a fait 2 fois la première, 2 fois la deuxième, 2 fois la troisième, c'est qu'il a fait autre chose avant. Et ça, c'est la réalité
genevoise. Alors on essaye, on fait un maximum, on a développé beaucoup de choses, mais on s'aperçoit que c'est compliqué au niveau des entreprises, d'autant plus qu'elles-mêmes sont dans un marché qui est très concurrentiel, qui est difficile, marché globalisé, etc. Donc elles regardent des fois l'intérêt à court terme, au fond, pour elles, et pas forcément toujours l'intérêt de la société. Mais c'est fait, c'est fait. Mais je suis d'accord, c'est en partie fait, et je l'ai dit, la réforme du cycle qu'on doit faire, ça s'est interrogé sur certains de ces élèves, là, sur les parcours, est-ce qu'on anticipe, est-ce qu'on fait d'autres choses, etc. Voilà. Mais en même temps, on est dans un monde où on demande des compétences scolaires importantes. Donc il faut bien qu'ils puissent les acquérir. Donc si ce n'est pas au cycle, il faudrait bien qu'on arrive à leur donner les moyens de les acquérir après. Mais peut-être qu'on doit admettre que, vu les enjeux de concurrence dans la société, sur le marché du travail, etc., que les études vont se prolonger, et puis qu'on va devoir avoir effectivement des dispositifs du type de celui de la formation obligatoire jusqu'à 18 ans. Mais il faut espérer qu'on ne viendra pas à FO 18 à FO 25, et puis qu'on doit dire qu'on doit tout le temps prolonger, parce qu'une partie de la population n'y arrive pas. Et ma grande crainte, c'est que, OK, on les a dans le système FO 18, il faut qu'on arrive à les garder. Alors les premiers chiffres qu'on a maintenant nous donnent assez peu d'élèves qui ont quitté le système, qui n'arrivent pas à tenir, hein, mais malgré tout, bon, voilà. Donc il n'y a pas de réponse simple, mais on travaille avec les employeurs. J'étais encore récemment avec les milieux des employeurs pour discuter de ça. Ils ont aussi des projets, on travaille avec eux, et c'est d'ailleurs un des objectifs de la suite de la formation obligatoire, c'est la deuxième étape, c'est de travailler avec tous les partenaires externes, avec les employeurs, pour pouvoir anticiper. On est en train de travailler avec eux pour qu'ils prennent des stagiaires, des jeunes en difficulté en stage, pour pouvoir construire des projets professionnels, etc. Mais ça prend du temps. Et Genève a une longue tradition de maturité du collège. On a le canton suisse qui a le plus de maturité du collège, par exemple. Et le moins de maturité professionnelle. Globalement, on aura des chiffres qui vont être semblables, mais dans d'autres cantons, effectivement, on fait un CFC, une Matu Pro, une HES, etc. À Genève, bon, ben voilà. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas le décréter. Les gens choisissent leur formation, on ne peut pas les forcer à faire quelque chose. Je tiens à vous remercier vivement, Madame Emery Arasata, pour votre excellente présentation et surtout pour votre enthousiasme pour nous faire partager votre vision de l'école du futur. Merci aussi au public d'avoir interagi et pour toutes vos questions et votre présence. Je vous invite maintenant à partager un apéritif et un verre de l'amitié dans le foyer du théâtre. Merci.